Ça va être bien? Ah, ça va être bien. Vive le l'ESG. Le combat continue. Vive le l'ESG. Ça vous le passerez, s'il vous plaît. On voit pas mes chaussettes là? La folle. Lui, du coup, il commence à flipper, le pauvre Vincent. Alors, ok, allez, on y va? Bonjour Vincent. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de t'accueillir à ce nouvel épisode des discussions d'écran de scie. Je te propose de commencer par te présenter brièvement. Oui, donc je suis Vincent Philippine, j'ai 41 ans, 3 enfants et je viens de rejoindre Equincy début janvier, en tant que partenaire en charge de l'offre ESG. Et avant ça, j'ai passé 6 ans, dans un cabinet qui s'appelle Actionable, spécialisé en développement durable, où j'ai pu accompagner des clients grands comptes et ETI dans leur transformation durable. D'accord. Alors justement, petit exercice de prédiction en transformation durable. Quelles sont d'après toi les 3 tendances 2025 en matière de d'ESG? Alors j'en vois plutôt 4, Charlotte, D'accord. heu avant d'entrer dans les tendances, je pense qu'il faut, remettre un peu de contexte. Et le contexte, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a une pression très forte, notamment autour de la réglementation ESG, la CSRD, mais pas que, qui fait que, à mon avis, la première tendance qu'on va rencontrer, c'est celle de la position et de la place des directions RSE dans la transformation durable. On voit bien qu'il y a une tentation, un risque pour elles et pour les directrices et directeurs RSE, de se retrouver un peu, pris en tenaille entre, d'un côté, une inflation réglementaire et de reporting, et de l'autre, la tentation de la communication et du greenwashing. Et donc, se pose la question pour la directrice et directeur RSE, de leur place dans la transformation et de leur influence sur des programmes de transformation qui sont nécessaires, indispensables, pour que, au-delà des chiffres et au-delà de la communication, la transformation s'opère dans l'entreprise. Donc risque de rétropédalage par rapport à ces dernières années où ils étaient vraiment placés au cœur du métier d'entreprise, en fait. Ouais, ce qu'on voit, c'est que, depuis 15 ans, le sujet quand même, monte en puissance, et tant mieux, et que, là, depuis quelques mois, les signaux sont quand même pas très positifs. D'accord. Voilà, donc il faut absolument, que les directifs, les directeurs RSE conservent cette place, centrale dans la transfo et qu'elles se rapprochent encore de plus en plus, des directions générales pour, changer concrètement les choses dans l'entreprise. La deuxième tendance que je vois, c'est que, je pense que 2025 sera l'année d'adaptation au changement climatique. C'est vrai que, depuis des années, le sujet de la transition est très pris par l'angle de la décarbonation, ce qui est normal, mais néanmoins, le changement climatique, quel que soit le scénario qu'on regarde, va impacter très fortement, les entreprises, les modèles économiques. Et donc il faut que ces entreprises s'adaptent, adaptent leur business model et deviennent plus résilientes, plus robustes, face au changement climatique. Ah oui, donc enjeu majeur de survie de l'entreprise, en fait. À 10, 15, 20 ans, dans un contexte dégradé, en fait. C'est ça dont il est question. Absolument, robustesse, résilience des entreprises et in fine valeur économique, valeur financière. Nous, on a la chance de travailler beaucoup avec des fonds d'investissement, et forcément des entreprises qui ont fait, le choix, de se décarboner, d'évaluer leurs risques, de faire attention à leur impact sur la biodiversité et cetera, voient leur valeur financière augmenter par rapport à celle qui. D'accord. OK. La troisième tendance que je vois, et elle est très liée à ce qu'on entend autour de la CSRD, c'est que, il faut que les entreprises de taille intermédiaire, prennent le pli et s'engagent elles aussi dans la transition. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet au niveau des entreprises qui est peu porté par les grands groupes, et on voit bien, notamment via la CSRD, que des entreprises maintenant plus petites doivent s'engager. Et donc c'est aussi une responsabilité pour nous, qui sommes dans l'écosystème, qui proposons des services, à forte valeur ajoutée aux entreprises, de trouver des moyens d'accompagner ces entreprises de taille intermédiaire qui ont, moins de moyens, moins de ressources, peut-être parfois moins d'expertise aussi, à travers des accompagnements plus pragmatiques, plus proches du terrain, pour les engager pleinement aussi dans la transition, puisque c'est absolument indispensable pour que cette transition soit effective. Intéressant. Moins de moyens, alors que j'ai lu récemment dans une étude BPI France qu'elles ont un poids important dans l'empreinte carbone de la France. Je crois que c'est presque 30. Vous Absolument, rédigez l'étude. absolument. Et donc il y a un vrai enjeu de, les faire engager aussi sur le champ de la transition, Ouais. mais ça nous oblige aussi, nous, conseil, à trouver des modes d'accompagnement qui soient adaptés. Ouais. Et puis la quatrième tendance que je vois beaucoup, c'est que, notamment sous l'effet de l'inflation de reporting, réglementaire autour, des sujets ESG, ce qui est tant mieux, heu, CSRD, demain aussi les passeports numériques des produits, nécessitent de, pouvoir, suivre, les informations, les données, faire preuve de transparence, de traçabilité et cetera.
et que pour faire ça, on a besoin de données. Et cette donnée dite ESG, il faut savoir la collecter, il faut savoir la transformer, il faut savoir la mettre à disposition d'un certain nombre de cas d'usage, du reporting, mais pas que. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le chemin à franchir et la marche à franchir est très importante dans les entreprises, puisque nous qui travaillons chaque jour auprès de nos clients, on voit bien que le chemin est long et que la réalité de la data ESG aujourd'hui est encore au balbutie. C'est une data donc à qui qu'il va falloir collecter, gouverner, analyser, alors qu'aujourd'hui, il y a peu de maturité sur cette donnée. Absolument. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des sujets qui viennent percuter les agendas de différentes directions, direction des achats, direction de la RSE, direction financière, etc. Et de façon IT aussi. Et donc, il y a besoin d'abord de commencer un petit peu à définir des schémas autour de cette donnée ESG, collecter les besoins, éviter de solliciter plusieurs fois, par exemple, les fournisseurs pour la même donnée. Donc, de commencer un petit peu à définir, à orchestrer cette donnée ESG pour la rendre exploitable et de manière efficace. Avec derrière des enjeux tech, donc. Absolument, des enjeux technologiques. On voit que sur le marché de l'ESG, les plateformes se multiplient, et qu'il est parfois un petit peu oublié de se retrouver, de savoir qui fait quoi et qui propose quoi. Voilà, donc on a, je pense, nous, une valeur ajoutée à accompagner nos clients dans la compréhension de ces écosystèmes et surtout la définition de solutions qui soient adaptées à leur contexte, à elles et pas celle des vols. OK. Alors tu rejoins Equancy pour venir accélérer, développer cette activité ESG. Tu dirais que quelles sont tes 3 priorités? 3, c'est mon chiffre du jour. Fais 3, tu as le droit à 4 là encore. Quelles sont tes priorités pour les mois qui viennent, Vincent? La première, je pense que c'est de structurer, de renforcer une offre technique sur l'ESG autour du carbone, du climat, de la biodiversité, etc. pour être capable d'accompagner nos clients sur une office de référentiel du place, la réglementation ESG, etc. Ça, c'est le premier sujet pour, gagner encore en crédibilité sur ces sujets-là auprès de nos clients. Mais déjà sur ce premier sujet, je t'interromps, c'est super intéressant, hein. Est-ce que ça veut dire traiter chaque sujet de bout en bout, depuis la mesure d'impact, la définition de trajectoire, et cetera, en fait, Absolument, et c'est là où je pense qu'Equancy a une force par rapport à son activité historique. C'est que on parlait en introduction la nécessité de mettre en place des programmes de transformation ESG. Ça veut dire qu'il faut sortir l'ESG des directions RSE. Pour ça, il faut être capable de parler à d'autres directions, à d'autres décideuses et décideurs qui viennent des directions marketing, des directions digitales, des directions de l'IT, etc. Pour que ces sujets embrassent l'ensemble des directions d'entreprise et se concrétisent par des plans d'action opérationnels. Et donc, Equancy, par ses offres historiques, a cette capacité à accompagner ses clients, à revoir leur portefeuille d'offres, à créer des nouvelles offres qui sont, ESG par conception, à accompagner aussi les directions technologiques, digitales, data, etc., à mettre en place des SOP, des technologies pour que cette donnée ESG, on puisse la traiter de manière fluide et efficace. Donc, je pense que ce qui est excitant dans ce challenge, c'est à la fois de continuer le travail qui a été entrepris il y a plusieurs mois, années, sur une offre crédible d'un point de vue technique ESG, et c'est aussi être capable de transposer l'ESG ailleurs que dans les directions RSE et d'engager une vraie transformation auprès d'autres directions de nos clients. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas du tout de priorité, mais D'accord, donc mais c'est normal, tu avais 4 tendances, donc finalement, tu as fait un peu vaste communicant. Et ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que tous ces enjeux ESG sont fortement corrélés à des enjeux data d'un côté, tech, marketing au sens marketing d'une offre, conception d'offre, qui sont quand même des expertises historiques d'Equancy. Donc de ce que je comprends, il va s'agir de prendre ces expertises et de les réorienter vers une nouvelle finalité qui est l'ESG. Absolument. Absolument. Et moi, c'est tout le sens que je donne à mon choix de rejoindre Equancy. C'est d'être capable de porter ces transformations durables en dehors des murs, j'allais dire, des directions. Super intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Charlotte.